Vincent Chevat, bonjour. Bonjour Daniel. Merci d'être venu ce matin dans notre studio à la fin de cette semaine d'actualité. Alors nous avons sollicité pour parler de l'Union européenne. On en a parlé ces derniers jours dans différents contextes, on va dire. Mais je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le représentant francophone de NGO Monitor, cette organisation internationale qui s'occupe du suivi justement de certaines ONG et de leur action contre l'État d'Israël en particulier. Alors, l'Union européenne, cette semaine, s'est distinguée à travers son chef de la diplomatie, le nouveau chef de la diplomatie, Joseph Borrell, qui ne semble pas être particulièrement proche de l'État d'Israël, qui a très vivement critiqué le plan de paix américain. Mais derrière, on va dire, ce positionnement, on va dire, hostile des Européens au plan de paix américain, eh bien, il y a à nouveau cette implication de l'Union européenne dans les différentes ONG ici, et en particulier auprès des ONG palestiniennes qui critiquent de manière très virulente l'État d'Israël. Je voudrais qu'ensemble, avec vous, on fasse un point sur l'action toujours persistante de l'Union européenne dans ce domaine. Alors, c'est pas forcément, on va dire, des ONG qui critiquent Israël, c'est aussi des ONG qui ont des liens avec des organisations terroristes, telles que, par exemple, le FPLP. Voilà, oui, c'est ça. Alors, une nouvelle récente du mois de décembre, l'Union européenne a décidé en 2019 d'inclure une nouvelle clause dans les contrats qui les unit avec les différentes organisations de la société civile dans le monde entier, avec tous les pays. Et cette clause antiterroriste, en fait, a été rejetée par 150 ONG palestiniennes. Pourquoi ? Parce que pour les Palestiniens, les groupes terroristes ne sont pas des groupes terroristes, mais des groupes politiques. Oui. Alors, ce qui est beaucoup plus gênant, c'est du fait que ces ONG sont des ONG dites humanitaires, qui font la promotion des droits de l'homme, des ONG de développement. Alors on ne comprend pas très très bien leur refus, on va dire, d'inclure cette clause antiterroriste. Oui. Donc ça fait d'abord, il y a une question, comment l'Union européenne en est arrivée là à exiger une telle clause ? Parce que c'était pas apparemment évident. Est-ce que c'est aussi le résultat de campagnes qui ont de sensibilisation, on va dire, de l'Union européenne à ce sujet ? Oui, exactement. Alors l'Union européenne, et pas seulement l'Union européenne, depuis des années déjà, même aux États-Unis, on se rend compte que la société civile et les organisations de la société civile, quand elles agissent dans des réseaux, dans des zones de conflit, elles sont souvent un peu poreuses, on va dire, à l'interférence, on va dire, de groupes terroristes ou de terroristes au sein même de ces organisations. Et donc, en fait, cette clause, elle indique simplement que l'organisation qui est bénéficiaire des fonds de l'Union européenne ne peut pas avoir de relation, de contact avec des organisations terroristes ou des terroristes. C'est quelque chose de très banal, d'accord ? Mais ça a le mérite d'être noté noir sur blanc maintenant dans les contrats. Et c'est bien sûr scandaleux que les ONG palestiniennes aient refusé d'inclure cette clause dans les contrats. Et pire, aujourd'hui, ils sont en train de mener une campagne contre le conditionnement, on va dire, de l'aide de l'Union européenne. Et ils sont prêts même jusqu'à boycotter l'aide de l'Union européenne de manière, on va dire, officielle. Parce qu'officieusement, ils vont continuer à recevoir, on va dire, ces subventions. Parce que sans ces subventions, ils ne peuvent pas vivre. Mais au moins, de manière officielle, c'est vrai qu'ils sont entrés en campagne. Ils récupèrent l'argent, mais ils critiquent. Voilà, exactement. Alors, comment l'Union européenne réagit à ce rejet ? Alors, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de réaction de l'Union européenne. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que le moment où ils ont décidé donc de forcer les Palestiniens à accepter cette clause, c'est à peu près 3 semaines, 1 mois après que le Shabak ait révélé qu'il y avait donc une infrastructure terroriste du FPLP qui avait été arrêtée au mois de décembre. On va revenir là-dessus aussi. Et que plusieurs, donc, on va dire, cadres du FPLP étaient aussi des cadres dans des ONG qui sont financées par l'Union européenne. Et dont 3 ou 4 étaient directement impliqués dans le meurtre de Rina Schnerb, une jeune Israélienne de 17 ans qui a été assassinée au mois d'août. En août dernier. En Samarie, près d'une source. Exactement. Alors, effectivement, là aussi, comment les Européens sont conscients de ce qui se passe à ce niveau-là, de leur implication en faveur de ce type d'organisation ? Alors, ils le savent, mais
ils n'ont pas vraiment, on va dire, de déclaration officielle, parce qu'effectivement, ça serait reconnaître un manque de vérification en amont de ces ONG. Ça reflèterait, on va dire, une erreur de l'Union européenne ou des pays qui les financent. Donc, il n'y a pas de réaction, on va dire, officielle. Mais le fait qu'aujourd'hui, un mois après la révélation du Shabak, que l'Union européenne décide de taper du poing sur la table et d'exiger des Palestiniens d'accepter cette condition dans les contrats, c'est peut-être un signe que l'Union européenne commence à comprendre qu'il y a des problèmes dans le financement de certaines ONG. Alors, le troisième point que l'on voulait mentionner ensemble dans le cadre de l'action financière de l'Union européenne, eh bien, il se rapporte pas seulement aux organisations palestiniennes, mais cette fois, on va dire à des organisations israélien, proprement israélien. Exact. Il s'agit par exemple d'une association qui s'appelle Morashtenu, qui travaille en particulier au sein du public russophone. Apparemment, exactement. Alors expliquez-nous, qu'est-ce qui se cache derrière l'action, ou en tout cas le financement de cette ONG par l'Union européenne? Alors premièrement, cette ONG elle n'a rien de particulier. Je veux dire, c'est une ONG qui est tout à fait respectable, qui a une position un peu à gauche, mais qui est tout à fait... C'est pas grave. Ouais, voilà, exactement. Ils ont le droit, on est dans une démocratie, c'est très bien comme ça. Le problème, c'est l'énoncé du grant, donc de la subvention de l'Union européenne, qui dit en gros pourquoi l'Union européenne décide de donner de l'argent à cette organisation? Pour déconstruire le regard négatif de la société russe par rapport au narratif palestinien. Voilà. Ça veut dire on va traduire cela en français, d'une certaine manière. L'Union européenne a remarqué qu'une partie importante de l'électorat russophone est proche de la droite nationaliste, on va dire à travers Avigdor Lieberman, même si aujourd'hui on ne sait plus très bien si Lieberman est à droite ou à gauche, mais en tout cas qu'il développe, on va dire, un narratif, on va dire, nationaliste, qui est opposé au processus de paix, ou en tout cas opposé à des droits de détermination des Palestiniens, et donc l'Union européenne voudrait modifier cette approche. Exactement. Alors c'est pas la première fois que ça arrive. Déjà en 1999, on est tombé donc sur un document de l'Union européenne. Alors là, la formule était beaucoup moins édulcorée qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à l'époque, il disait carrément, on cible des populations qui sont anti-paix, et plus particulièrement l'électorat du Likoud. Et on voit donc dans le document officiel de l'Union européenne le mot Likoud qui apparaît. Et déjà à l'époque, ils avaient dit on va cibler aussi la communauté russophone israélienne. Donc c'est pas la première fois. Oui, pour l'instant, ça n'a pas tellement bien marché. Ça n'a pas bien marché, c'est sûr. Mais disons que le problème de cette nouvelle subvention, c'est une subvention qui s'étale sur 3 ans. Aujourd'hui, on est quand même dans une période d'élection, donc il y a peut-être un problème d'ingérence plutôt de l'Union européenne dans les élections. C'est ça qui est un peu problématique. C'est pas l'organisation en elle-même qui est problématique, c'est plus l'énoncé ou la volonté de l'Union européenne de changer, on va dire, d'influencer l'électorat russe. Alors, l'Union européenne, elle est consciente qu'il y a une association comme la vôtre, comme une NGO Monitor, qui suit tous ces développements, qui connaît et qui inspecte, on va dire, vérifie tous ces développements. Est-ce que, au cours des dernières années, vous avez eu le sentiment qu'elle était plus prudente, l'Union européenne, qu'elle masquait d'une certaine manière son soutien à certaines ONG, qu'elles soient palestiniennes ou, on va dire, d'extrême gauche israélienne ou autres? Est-ce qu'il y a une forme de prudence qui s'est installée au sein de l'Union européenne, ou alors même de remise en cause? Parce qu'il y a une époque, je me rappelle que nous nous sommes rencontrés, on avait parlé du Danemark, de certains pays scandinaves qui avaient reconsidéré, on va dire, leur soutien financier à des organisations palestiniennes. Est-ce qu'il y a des changements marquants à ce niveau-là? Alors, il y a quand même des changements aujourd'hui au niveau de l'Union européenne, c'est-à-dire qu'il y a la Cour des comptes de l'Union européenne qui a publié donc un pavé il y a à peu près un an de cela, qui pointe justement des déficiences dans le financement de certaines ONG et le manque de transparence des fonds européens quand elles arrivent dans les mains de ces ONG. Donc il y a une prise de conscience. Maintenant, bien sûr, le problème, c'est qu'on est dans un environnement ultra politisé. Et c'est vrai que c'est très difficile pour les Européens de reconsidérer leur aide financière à toutes ces ONG ou alors même à l'autorité palestinienne. Mais peut-être avec le temps, les choses iront dans le bon sens, on espère. Et une deuxième question, est-ce qu'il y a une différence entre l'Union européenne en tant que telle, l'Union européenne, et les pays qui composent l'Union européenne et qui eux aussi finançaient
séparément des ONG. Est-ce que là, c'est peut-être plus facile on va dire, de frapper à la porte de chacun des pays pour lui dire attention, là, vous financez une organisation qui est très proche, on va dire, du boycott de l'État d'Israël et c'est en violation de la loi israélienne, de la loi internationale, ou d'autres remarques comme celle-là? Tout dépend du pays que l'on cible. C'est-à-dire que si on prend le Danemark, effectivement, le Danemark a introduit donc des directives de financement il y a 2 ans en arrière. Et c'est vrai qu'il y a des résultats. Ils ne financent plus des ONG qui sont en lien avec des organisations terroristes. Alors oui, il y a eu de l'impact. Maintenant, si on prend un pays comme l'Espagne, par exemple, bon, bah là, c'est... le pays en lui-même est très extrémiste, on va dire, dans certaines régions, comme le Pays Basque, qui finance à coups de millions d'euros chaque année des ONG qui sont ultra politisées, qui sont en lien avec le FPLP, etc. Et là, c'est très dur, on va dire, d'avoir une influence sur eux, parce que le Pays Basque en lui-même est déjà un pays qui est... dans l'identité. Qui ont des problèmes même de terrorisme et qui soutiennent, on va dire, même l'ETA pour certaines branches de la population, composantes de la population. Est-ce qu'on peut dire que la France est dans le peloton de tête des pays qui encouragent ou qui soutiennent ce genre d'ONG de facto anti-israélienne? Alors la France, il y a plusieurs problématiques. Premièrement, la France, c'est pas un pays qui est... très transparent, donc c'est très difficile de trouver de l'information. Maintenant, il faut quand même reconnaître que la France est quand même, on va dire, voilà, c'est un pays qui essaie de combattre le financement du terrorisme. Donc, il y a quand même des clauses qui existent au sein des contrats. Il y a des choses, voilà, il y a des choses. Enfin, le BDS, c'est la résultante, on va dire, d'une décision de la Cour de cassation. Donc, il y a rien dans les contrats qui empêche, on va dire, l'Agence française de développement de financer le BDS, par exemple. Oui. Mais c'est vrai que quand on les prend la main dans le sac, alors oui, ils se rendent compte qu'ils sont obligés de faire quelque chose et d'arrêter le financement. Le problème avec la France, c'est qu'il y a personne avec qui parler. Ça veut dire? C'est-à-dire que, voilà, NGO Monitor a contacté à plusieurs reprises le patron de l'AFD. On a essayé de rentrer en contact avec des personnalités, par exemple du Quai d'Orsay, etc. Ah ouais. C'est très difficile. C'est même peine perdue. Alors que si demain NGO Monitor va frapper à la porte, on va dire, des équivalents, on va dire, en Suisse, pas en Suède, mais au Danemark, en Hollande, bon, bah, c'est beaucoup plus simple. La France, c'est compliqué. C'est très compliqué. Les portes sont fermées et ils font un peu ce qu'ils veulent, quoi. Et au niveau du BDS, est-ce que l'on peut dire qu'aujourd'hui, à travers l'action également du ministère des Affaires stratégiques de Gilad Ardan, il y a des résultats de plus en plus tangibles où finalement, malgré tout, bien, le boycott d'Israël reste un étendard qui est porté par beaucoup en Europe, même aux États-Unis, peut-être même par les jeunes, les étudiants dans les campus américains? Alors, les résultats du ministère des Affaires stratégiques, bon, va falloir poser la question à eux. Maintenant, c'est vrai que, bon, il y a des résultats. Maintenant, est-ce qu'on peut les attribuer au ministère ou à l'action de toutes les organisations israéliennes qui combattent le boycott? C'est un peu difficile, je veux dire, c'est pas évident. Mais encore une fois, de manière générale, c'est vrai qu'il y a de plus en plus, il y a une prise de conscience au niveau mondial que, voilà, il faut faire attention à l'argent public qui est dépensé et ne pas le dépenser pour des organisations qui vont à l'encontre même de la politique de certains pays. Eh bien, Vincent Cheba, merci beaucoup d'être venu ce matin dans notre studio pour nous informer. C'est toujours très intéressant de dialoguer avec vous, justement, de votre action, de l'action de NGO Monitor, dont vous êtes le représentant francophone. Merci d'avoir été avec nous. Merci et Shabbat beaucoup. Shalom. Shabbat Shalom, Daniel.